Pendant plus de 40 ans, elle a été la force tranquille derrière la légende. Tandis que le monde dansait sur One Love et No Woman, No Cry, Rita Marley vivait une réalité que peu pourraient imaginer. Une réalité faite de trahison, de dévotion, de bal et de foi. Aujourd'hui, à 78 ans, elle a décidé de ne plus se taire. Comment survit-on à une tentative d'assassinat pour chanter sur scène 2 jours plus tard? Que signifie préparer le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse, sous le même toit? Et comment porter le poids d'un héritage qui n'a jamais été vraiment le vôtre, mais qui a toujours reposé sur vos épaules? Dans cette vidéo, nous dévoilons ce que Rita a enfin révélé, et pourquoi son histoire change tout ce que nous pensions savoir sur les Marley. La femme derrière la légende. Bien avant que le monde ne connaisse Bob Marley comme une icône planétaire, avant les dreadlocks et les hymnes à la paix et à la résistance, il n'était qu'un jeune homme de Trenchtown, en Jamaïque, avec une guitare et un message. Et à ses côtés, sa partenaire dans la musique, dans la foi, dans les épreuves et dans la vie. Leurs chemins se sont croisés dans la chaleur et le rythme de Studio One, le célèbre studio d'enregistrement de Kingston. Rita, alors membre du groupe féminin The Soulettes, était encadrée par un Bob Marley calme mais déterminé. Il n'était pas très direct dans ses paroles, préférant envoyer des amis pour exprimer son intérêt. Mais leur connexion s'est rapidement intensifiée. Rita, déjà mère d'une petite fille nommée Sharon, a vu en Bob quelque chose d'authentique. En retour, Bob a accueilli Sharon comme sa propre fille. Un premier pas vers la construction d'une famille qui deviendrait essentielle à leur vie. Le 10 février 1966, ils se sont mariés. Rita avait 19 ans. Bob venait d'en avoir 21. Cette même année, un événement transformateur a eu lieu, affectant non seulement leur relation, mais aussi leur chemin spirituel. Alors que Bob était dans le Delaware avec sa mère, tentant de subvenir à leurs besoins, Rita était en Jamaïque lors de la visite de l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Lorsqu'il est passé devant elle, Rita a juré avoir vu des marques de clous dans ses mains. Pour elle, ce moment a scellé une dévotion profonde et à vie envers le rastafarisme, une fois qu'elle a fini par transmettre à Bob, bouleversant sa vision du monde et son art. Ensemble, ils ont formé un partenariat unique. Sur le plan professionnel, Rita soutenait Bob en tant que membre des High Threes, un trio de chanteuses puissantes qui apportaient richesse et âme au son des Wailers. Sur le plan personnel, elle était son ancrage, la perte de sa force, de son homme, de son premier amour. Mais elle ne s'est pas effondrée. Après sa mort, Rita est devenue la gardienne de son héritage. Elle a pris les rênes de Tuff Gong Studios, géré sa succession et affronté de nombreux défis juridiques et personnels avec une résilience silencieuse. Les critiques doutaient d'elle. Des membres de la famille la contestaient. Mais Rita est restée ferme, toujours guidée par la conviction qu'elle n'était pas la veuve de Bob, elle restait sa partenaire. Elle a poursuivi sa propre carrière musicale, sortant des albums nommés aux Grammy Awards et a fondé la Rita Marley Foundation, qui œuvre pour la réduction de la pauvreté et l'émancipation des femmes en Jamaïque et au Ghana. Son activisme et sa philanthropie sont devenus le prolongement de la vie qu'elle avait partagée avec Bob. Sans elle, disait son fils Ziggy, rien de tout cela ne se serait produit. La carrière de mon père ne serait pas ce qu'elle est. Aujourd'hui, à la retraite à Miami, entourée de lait. Même dans le silence, son influence est indéniable. Sa voix résonne dans les harmonies des High Threes. Son empreinte est gravée dans les archives de Tuff Gong. Son esprit vit dans chaque parole de No Woman, No Cry. Une vie libre et inspirée. Ils avaient construit ce qui semblait être le portrait d'une famille parfaite, remplie de musique, d'enfants et d'idéaux partagés, donnant l'illusion d'un amour indestructible. Mais en réalité, la monogamie était étrangère au mode de vie
et aux croyances spirituelles de Bob Marley. En tant que rastafarien dévoué, il considérait les enfants comme des dons divins de Jah, et la retenue sexuelle n'était pas une pratique qu'il suivait. « Les enfants, c'est merveilleux, » disait Bob. « Il n'en faut pas beaucoup, tu sais. Juste une gentille fille qui ne prend pas de contraceptif. » Ce n'était pas une remarque en l'air, c'était une philosophie de vie. Au cours de sa vie, Bob a officiellement reconnu au moins 11 enfants issus de 7 femmes différentes. Certaines sources avancent même que le chiffre réel pourrait être plus élevé, avec des rumeurs d'enfants non reconnus dans différentes régions du monde. Sa musique prêchait la fidélité à la vérité et à l'esprit, mais en amour, Bob était dispersé. Pendant son mariage avec Rita, les aventures se sont multipliées. Il ne s'agissait pas d'écarts ponctuels ou discrets, mais de relations parallèles, durables, qui se chevauchaient souvent. Certains de ses enfants sont nés à quelques jours d'intervalle. En mai 1972, il accueille Robert Marley le 16, puis Rohan Marley 3 jours plus tard, le 19, chacun avec une mère différente. Leur naissance survinrent moins d'un mois après la naissance de Stephen Marley, fils de Rita. Ce chevauchement n'était pas un hasard. C'était le reflet du désir infatigable de Bob de bâtir un héritage à travers ses enfants, quel qu'en soit le prix émotionnel pour Rita. Rita, qui était déjà mère d'une fille nommée Sharon, issue d'une précédente relation, que Bob adopta, allait élever non seulement ses propres enfants biologiques avec Bob, mais aussi plusieurs de ceux qu'il eut avec d'autres femmes. Elle a ainsi élevé Julianne, Karen et Robbie aux côtés de ses enfants. Dans No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley, Rita confie qu'elle refusait souvent les rapports sexuels avec Bob, de peur qu'il ne couche avec d'autres femmes sans protection. Son refus n'était pas du rejet, mais de la peur et de l'épuisement. Eh bien, c'est ce que j'ai dû faire, parce que j'étais tellement amoureuse de cet homme. Mais le poids émotionnel était énorme. Rita devait élever des enfants nés d'infidélité, vivre avec le fait que d'autres femmes portèrent les enfants de son mari et maintenir une façade en public. Elle a admis plus tard que la jalousie la tourmentait souvent, mais elle n'est jamais partie. Elle voyait leur lien comme spirituel, désigné par Dieu. « Dieu nous a unis », disait-elle. Avec le temps, elle s'est vue comme bien plus qu'une épouse. Elle est devenue sa protectrice, son ancrage. Je suis devenue comme sa sœur, sa mère et son ange gardien, a-t-elle déclaré un jour. L'une des liaisons les plus publiques de Bob fut avec Cindy Breakspear, une beauté jamaïcaine à la peau claire qui avait remporté le titre de Miss Monde en 1976. Leur relation était impossible à dissimuler. Elle s'étalait dans la presse jamaïcaine et mettait encore plus de pression sur un mariage déjà fragile, à travers la pauvreté, la violence politique et des tournées incessantes. Leur lien n'était pas conventionnel, mais il était indéniable. Ils ont fondé une famille composée de 3 enfants biologiques, Cedella, Ziggy et Stephen, ainsi que d'enfants adoptés et issus de relations précédentes ou extérieures. Leur foyer, loin d'être traditionnel, était empli de musique, de mouvement et de sens. Dans les années 1970, les tensions politiques en Jamaïque ont atteint leur paroxysme. Les factions rivales ont transformé les rues de Kingston en zone de guerre et Bob Marley, devenu un héros culturel, était à la fois une cible et un symbole. Le moment qui a failli tout briser est survenu le 3 décembre 1976, quelques jours avant le concert Smile Jamaica, un événement gratuit visant à apaiser les tensions nationales. Ce soir-là, des hommes armés ont pris d'assaut la maison des Marley sur Hope Road. Rita a été blessée d'une balle à la tête. Bob a reçu 2 balles. Leur manager a été grièvement blessé. Incroyablement, Bob et Rita ont survécu. Et à peine 48 heures plus tard, la tête bandée, du sang séché encore dans ses dreadlocks, Rita se tenait sur scène aux côtés de Bob à Kingston.
Sa présence était un acte de défi. Sa survie, une protestation. Bob, bras levé malgré ses blessures, a livré l'une des performances les plus emblématiques de l'histoire du reggae, prouvant que la musique pouvait tenir là où la politique et les balles échouaient. Par la suite, Bob s'est exilé à Londres pour sa sécurité, où il a terminé Exodus, l'album que le magazine Time qualifiera plus tard de meilleur du XXe siècle. Rita l'a rejoint non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que partenaire créative, apportant sa voix et son soutien alors qu'il versait son âme dans la musique. Leur mariage a évolué vers quelque chose de plus spirituel que romantique. Tandis que la renommée de Bob plutôt que l'amertume. Elle a écrit un jour qu'elle devait s'entraîner à voir Bob comme un bon frère aimant plutôt que comme un véritable mari. Et pourtant, le respect est resté. Il n'a jamais permis à aucune de ces femmes de me manquer de respect, se souvient-elle. Il y avait une entente, non pas de possession, mais de présence. Rita ne partirait pas. Et Bob, émotionnellement, non plus. Lorsque Bob a été diagnostiqué d'un mélanome lentigineux acral en 1977, Rita est restée à ses côtés. Elle l'a accompagné en Allemagne, à Miami, entre traitements alternatifs, hôpitaux et presse omniprésente. Elle préparait le petit déjeuner non seulement pour Bob, mais parfois aussi pour Bob et Cindy Breakspear, l'une de ses partenaires les plus connues à cette époque. Il y avait de la douleur, bien sûr, mais Rita a enduré, revenant toujours à sa conviction que sa place était auprès de lui, comme soignante, confidente et compagne spirituelle. Leurs derniers jours ensemble étaient calmes, sacrés. L'un des derniers cadeaux reçus par Bob était une bague de la royauté éthiopienne, contenant, dit-on, des reliques du roi Salomon. Il l'a portée jusqu'à la fin. Pendant leur dernière semaine, Rita lui lavait les cheveux, lui parlait doucement et l'entourait de musique et de prières. Elle décrira plus tard la mort de Bob comme une chute, dans des contextes très variés. L'absence de testament obligea la famille à prouver les liens de filiation via des déclarations sous serment et dans certains cas, des tests ADN. Des dizaines d'individus, en Jamaïque et dans la diaspora, ont affirmé être des enfants de Bob Marley. Cette absence de clarté légale ouvrit la voie aux opportunistes, aux marchandises contrefaites et à une série de procès interminables sur les droits à l'image et les redevances. Il y eut aussi les droits musicaux. Le catalogue de Bob Marley continuait de générer des millions de revenus chaque année, des revenus convoités non seulement par sa famille, mais aussi par d'anciens musiciens et producteurs. Les litiges sur les crédits de composition, les parts d'édition et les droits de tournée